tous, heureux de vous retrouver encore une fois dans cette chaîne qui a changé de nom d'ailleurs. C'est la citadelle maintenant de l'apprenant. On va essayer d'aborder tous les thèmes relatifs aux différentes matières, que ce soit la philosophie, le français, l'histoire et la géographie. Donc aujourd'hui, on va parler de la poésie. Oui, on va mettre une petite pause sur la philosophie pour aborder la poésie. Voilà. Et donc, quand on parlera aujourd'hui de la poésie, on fera sa définition, certainement. On définira c'est quoi la poésie. Et après avoir défini la poésie, on dira les genres qui sont dans la poésie. Parce qu'il y a des genres qui sont dans la poésie. Et enfin, on parlera des fonctions de la poésie. Donc, c'est quoi la poésie? Qu'est-ce que c'est sa définition? La poésie, c'est un art du langage qui vise à exprimer ou même à suggérer des émotions, des sensations ou même des impressions, c'est-à-dire les plus vives par l'alliance de ce qu'on appelle les rythmes, la sonorité et les images. C'est ça sa définition. Poésie mooy genre boo xam ni day boole rythme, c'est-à-dire boole image, boole aussi sonorité pour jéem a génne ce qu'on appelle l'œuvre poétique. Pour qu'un poème soit un poème, il faut qu'il y ait l'alliance de l'harmonie, des images, des rythmes et des sonorités. Pour qu'il y ait poésie, c'est ça sa définition. Donc c'est ça sa spécificité en quelque sorte. Maintenant, quels sont les genres qui sont dans la poésie? Parce qu'il y a des genres qui sont dans la poésie. Quels sont les types de poèmes qui existent? Il y en a beaucoup, mais on va citer 2 ou 3. Donc, dans la poésie, il y a la poésie lyrique comme genre. Il y a la poésie épique et la poésie héroïque. C'est différent des fonctions de la poésie. On va y revenir. C'est quoi le genre de poésie épique, par exemple? C'est en quelque sorte lorsque le poète s'immisce même dans les affaires de la cité. C'est ça, c'est ce genre-là de poème. Quand on parle de genre de poème lyrique, c'est lorsque on retrouve dans le poème ce qu'on appelle les sensations que ressent le poète lui-même. C'est différent des fonctions. Maintenant, quelles sont les fonctions de la poésie? La poésie joue plusieurs rôles. Quand on parle de fonction, on fait allusion au rôle que peut jouer la poésie. Et donc, rôle yi day xaw a wute, day am différence selon poète bi nu mu ko bindee. Par exemple, selon orientation bu poète bi jox œuvre. Par exemple, bu ñu nee fonction yi, il y en a 5. Il y a la fonction esthétique, il y a la fonction lyrique, il y a la fonction engagée, il y a la fonction ludique et il y a la fonction didactique. C'est quoi la fonction esthétique de la poésie? C'est lorsque le poète s'investit dans une mission, pas pour dénoncer, une mission de créer le beau, une mission de rechercher la beauté, que ce soit la beauté formelle, que ce soit la musicalité même des vers. Ouais. Donc, lorsque le poète se met dans une entreprise de quête de la beauté, alors là, on parle de poésie esthétique. Et donc, si on remonte à l'origine même de la poésie vient de quel mot? La poésie vient de poème. Poème qui veut dire créer, fabriquer, forger. Ici, on forge quoi? On fabrique quoi? On crée quoi? Le poète, il crée, il forge et il fabrique la beauté. Seule la beauté compte, après tout. C'est la fonction par excellence de la poésie. La fonction esthétique est la fonction par excellence, la fonction primordiale même de la poésie. Donc, vous l'avez dit à l'avenir, c'est quoi la fonction esthétique? La fonction esthétique, c'est la recherche du beau. C'est le fait que le poète, il recherche le beau, il cherche à créer la beauté, que ce soit la beauté formelle, que ce soit aussi dans la musicalité des vers. Oui, parce qu'il y a des auteurs qui pensent que faire de la poésie, c'est essayer de travailler sur la forme pour sortir quelque chose de beau. Mais il y a des poètes aussi qui pensent que travailler un poème, c'est quoi? C'est ressortir la musicalité qui se trouve dans les vers. Allier les vers, allier des mots, faire des jeux de mots pour enfin trouver une musicalité qui va sonner bien à l'oreille. Par exemple, qu'est-ce que disait d'ailleurs notre cher
premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il disait quoi? Je persiste à penser que la poésie n'est accomplie que lorsqu'elle se fait chant et musique en même temps. nee na moom dafa gëm ni te dafa yàgg gëm te dana yàgg di gëm ni poésie bu matee dëgg-dëgg mooy lan mooy fu mu nekkee benn chant et benn musique en même temps. Ça c'est beau, c'est ça l'esthétique de la poésie. Théophile Gautier aussi jël na beneen aspect beauté bi. Lui il se base beaucoup sur la beauté formelle. Il dit quoi? Il dit que il y a le travail du poète. Le travail du poète se trouve essentiellement dans la forme. Oui, lui il se veut beauté formelle. Il dira d'ailleurs: lime, sculpte, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Peu importe que tu sois artiste ou même poète, peintre, etc. Donc l'art doit se centrer au service de l'art, c'est-à-dire l'art doit se centrer au service de la beauté, uniquement de la beauté. L'art pour eux n'a pas d'autre fonction que de refléter le beau. C'est ça la fonction esthétique. Et c'est ça ce que prônaient les Parnassiens. Les Parnassiens prônaient que l'art ne doit pas se centrer dans les autres fonctions, que ce soit l'engagement, lyrisme, etc. Mais l'art doit se focaliser sur ce qu'on appelle la recherche du beau, et tout simplement du beau. Théophile Gautier dira dans sa préface à Mademoiselle de Maupin: il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est utile est laid. Lan la bëgg a foofu nee na lépp lu am njëriñ, c'est-à-dire engagement, amal njëriñ société bi, dénoncer loolu rafetul. lu rafet mooy lan loo xam ne dañ ko defar simplement pour lan, pour génne lu ñu tuddee la beauté. Ouais. Et il dira plus loin que la politique dans une œuvre d'art, c'est comme un coup de pistolet dans un concert. Lui, il a une conception assez étroite de la poésie. Il considère la poésie comme tout simplement, il n'y a pas d'autre fonction dans la poésie que de rechercher la beauté et uniquement la beauté. Et donc, la beauté poétique se trouve dans pas mal de choses, que ce soit dans la 1, vous allez retenir, on peut trouver la musicalité. On peut trouver l'esthétique de la poésie dans ce qu'on appelle l'alliance des sonorités, des rythmes et des vers pour trouver une musicalité. C'est-à-dire, ici, c'est le son, c'est le rythme, c'est le fait de rimer qui compte, que ça reflète la beauté. Deuxièmement, dans l'aspect formel, c'est-à-dire la beauté formelle, travailler sur la forme pour trouver une œuvre d'art de plus belle. Troisièmement, ce qu'on appelle chez le poète une musicalité, pas même une musicalité, mais une sorcellerie en fait. La poésie va se transformer en une sorcellerie enchanteresse. Oui, ça enchante. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle l'alliance. Alliance de quoi? De l'harmonie. Le poète, il va harmoniser. Harmoniser quoi? Harmoniser ses vers jusqu'à ce que règne, ou même jusqu'à ce que sorte ce qu'on appelle la musicalité. C'est ça la fonction esthétique. Et maintenant, il y a la fonction engagée dans la poésie. C'est quoi la fonction engagée? On ne va pas tarder dans cette fonction, vu que les élèves sont vraiment doués dans la fonction engagée. C'est quoi la fonction engagée? C'est le fait de dénoncer l'état de la société, le fait de pointer du doigt les dérives de la société, le fait de mettre à nu les tares sociaux et politiques. Oui, les poètes sont longtemps mis dans ce qu'on appelle dénoncer les injustices, dénoncer l'abus de l'homme par l'homme. N'oublions pas que dans même l'aspect dénonciation, on peut citer même lors de la colonisation, il y avait un mouvement qu'on appelait la négritude. Le mouvement de la négritude, c'est un mouvement purement poétique, créé par les Aimé Césaire et les Léopold Sédar Senghor et les Léon Contrat Damas. Eux, qu'est-ce qu'ils prônaient? Ils voulaient défendre l'intérêt de l'homme noir, l'intérêt de leurs compatriotes africains. Oui, ils voulaient dénoncer à travers leur poésie l'abus du blanc sur l'Africain. Et d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor dira: notre noblesse nouvelle est non pas de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. Et Aimé Césaire va dire dans son cahier de retour au pays natal, il dira:
Embrassez-moi sans crainte. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, en tant que des poètes africains, ils se faisaient les porte-parole de leur peuple. Ils se faisaient les défenseurs ou même les avocats de leur peuple. Ils se faisaient ce qu'on appelle la voix des sans-voix. Ils osaient dire ce que personne n'ose dire. Ils parlaient, ils pointaient du doigt sur des sujets sensibles. Ouais, ils voulaient défendre l'identité culturelle du monde noir. C'est ça la poésie engagée. Si on prend ça durant la colonisation, durant la colonisation, des poètes africains se sont levés et ont dit non. Non à l'abus, non à l'humiliation, non au tard, non aux abus, non aux discriminations et aux oppressions que l'homme blanc faisait subir à l'homme noir. D'ailleurs, Aimé Césaire va sortir un recueil poétique qu'il va titrer Non à l'humiliation pour simplement dénoncer l'humiliation et même l'hypocrisie du blanc envers l'Africain. Aimé Césaire aussi, Léopold Sédar Senghor aussi va sortir pas mal d'œuvres dans Chant d'ombre. Léopold Sédar Senghor voulait faire quoi? Il voulait redonner le blason à l'Afrique. Il voulait que l'Afrique se sente enfin libre. Il voulait mettre l'accent aussi sur le fait que la couleur noire n'est pas synonyme de mort, mais synonyme de vie. Et ça se trouve dans son célèbre poème Femme nue, femme noire, où il valorisait la femme africaine. Il valorisait la couleur de la femme africaine. Il valorisait aussi la forme de la femme africaine. Ouais. Donc c'est ça la poésie engagée côté colonialiste. Maintenant, il y a la poésie engagée aussi du côté des Occidentaux aussi. Par exemple, les Victor Hugo, ils se sont engagés aussi à défendre l'intérêt de l'homme. Oui. D'ailleurs, Hugo voulait impérativement dénoncer l'abus des dirigeants sur le peuple. Il avait mené longtemps un combat contre Napoléon Bonaparte. Oui, il l'avait même traité de Napoléon le Petit, ce qui lui a valu un exil. Mais avant cela, il disait quoi? Il disait que malheur à qui prend ses sandales, lorsque les haines et les scandales tourmentent le peuple agité, honte aux penseurs qui se mutilent, chanteurs inutiles et s'en va vers les portes de la cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il voulait faire quoi? Il voulait dire que l'art doit se centrer sur la dénonciation. Parce que seule la dénonciation peut libérer le peuple. Un peuple qui souffre, un peuple qui est dans la damnation, un peuple qui souffre des abus, des discriminations et des tares. Seul l'engagement détient ce qu'on appelle la remède. Et longtemps, il s'est mis dans ça. Il s'est mis à dénoncer les dérives de son dirigeant Napoléon Bonaparte. Ouais, donc l'art ne doit pas se centrer pour eux. L'art ne doit pas se centrer seulement sur la beauté. Il le dira, d'ailleurs, dans une citation, il dira que l'art pour l'art c'est beau, mais l'art pour le progrès est encore mieux. Il dira quoi? Il dira que le poète est celui qui doit pousser son peuple vers le progrès. C'est ça l'engagement. Pousser le peuple vers le progrès. Pousser le peuple à la révolte. Pousser le peuple à une prise de conscience. Le peuple doit prendre conscience. C'est ça l'engagement en quelque sorte. L'écrivain, le poète doit s'engager pour éveiller les consciences du peuple, pour pousser ensuite le peuple dans la révolte et pour essayer de changer les mentalités. C'est ça l'engagement. Donc, c'est facile à retenir. Maintenant, troisième fonction, il y a la fonction lyrique. Oui, la fonction lyrique, c'est quoi la fonction lyrique? C'est lorsque le poète parle de ses sentiments personnels. C'est lorsque le poète évoque ses émotions, ses émois du cœur. Il y a ce qu'on appelle l'exaltation des sentiments personnels. Le poète essaie d'extérioriser ce qu'il ressent au fond de lui. Et les sentiments sont divers, les sentiments sont nombreux. Il y a la nostalgie, oui, qui est un sentiment. Il y a l'amour, il y a la joie, le bonheur, la tristesse, la douleur, la souffrance. Donc, les poètes se sont longtemps mis dans ce qu'on appelle le dévoilement de leurs sentiments personnels. Là, ils ne font pas de la poésie pour parler des tares de la société.
Ils ne font pas de la poésie pour créer le beau, mais ils font de la poésie parce qu'ils ont mal quelque part. Ils sortent ce qu'on appelle leur souffrance, ou même leur joie, leur bonheur, leur mélancolie. Dans le lac Alphonse de Lamartine, lui, il disait quoi? Ô lac, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Il voulait dire quoi? Il voulait que le temps lui permette de revivre ce qu'il avait vécu avec sa compagne qui n'est plus. Il avait l'habitude d'aller au bord du lac avec sa compagne, mais une fois que sa compagne n'étant plus dans ce monde, il s'est mis un jour aussi à aller au lac et à contempler le lac, et cette fois-ci seul, il a commencé à méditer. C'est pour ça qu'il a écrit les méditations poétiques. Dans les méditations poétiques, il y a un poème qui s'appelle le lac. Donc, il allait au lac pour repenser, pour revivre les émotions, les sensations et les impressions qu'il vivait avec sa compagne au bord du lac. Donc, on peut dire que Lamartine nous montre dans son poème Le lac sa nostalgie envers sa compagne qui n'est plus. Donc, sentiment-là. Donc, il y a aussi Victor Hugo qui nous a montré sa douleur suite à la mort de sa fille Léopoldine dans son célèbre poème Demain de l'aube. Donc, il y a aussi Léopold Sédar Senghor dans Joal. Il nous avait montré aussi sa nostalgie envers sa terre natale. Donc, c'est ça, la poésie lyrique. C'est le fait pour le poète de montrer soit sa douleur, oui, soit sa nostalgie, soit son bonheur, son amour, sa mélancolie, etc. Alfred de Musset disait c'est le cœur qui parle et qui soupire. Lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. Il voulait faire quoi? Il voulait se confier au lecteur afin d'apaiser ses souffrances. Et Lamartine va dire, je n'imitais plus personne. Imaginez, il n'imitait plus personne. Je n'imitais plus personne. Je m'exprimais moi-même pour moi-même. Ce n'était plus un art, mais un soulagement de mon cœur qui s'est bercé dans ses propres sanglots. Ses vers étaient un gémissement, un cri de l'âme. Il ne voulait plus parler des problèmes des autres. Il voulait parler de ce qu'il ressentait lui, au fond de lui. C'est ça la poésie lyrique. Donc il faut faire très attention sur ça. Et c'est facile aussi d'argumenter sur la poésie lyrique. Montrer que la poésie lyrique, c'est l'expression des sentiments personnels de l'auteur. C'est lorsque l'auteur exprime ses sentiments. C'est lorsque l'auteur montre ses états d'âme. Mais les sentiments peuvent varier. Lorsque l'auteur montre sa nostalgie, lorsque l'auteur montre sa souffrance, lorsque l'auteur montre sa joie, lorsque l'auteur montre la douleur qu'il ressent. Donc c'est ça la poésie lyrique de manière ramassée. Et maintenant, c'est quoi la fonction didactique dans la poésie? Dans la poésie, quand on parle de fonction didactique, c'est lorsque l'écrivain, le poète, se transforme en mage, en visionnaire, en prophète, en celui qui reçoit l'illumination et qui doit ensuite illuminer son peuple. Celui qui peut entrevoir dans l'avenir, celui qui voit ce qui n'est pas encore arrivé, en quelque sorte un voyant. Dans la poésie lyrique, le poète se transforme en voyant, en quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui doit avertir son peuple. Le poète doit guider son peuple vers le progrès. Le poète doit éviter que son peuple n'entre dans certaines dérives de la société. Le poète doit être l'alarme en quelque sorte de son peuple. Il doit éclairer le chemin pour montrer la voie que le peuple doit emprunter. C'est ça, le poète est un visionnaire, un mage, quelqu'un qui détient les secrets même, quelqu'un qui sait ce qui n'est pas encore arrivé, quelqu'un qui peut décrypter ou même déchiffrer des mystères. Platon, dans son œuvre poétique intitulée Ion, il disait quoi? Le poète ne parle pas en vertu d'un art, mais d'une puissance divine. Donc, c'est comme si c'était Dieu qui donnait au poète la vision, l'illumination, pour qu'il illumine
peuple, pour qu'il montre la voie à son peuple. Donc, il faut faire très attention sur la didactique poétique qui se veut tout simplement que le poète doit guider son peuple, que le poète doit montrer les comportements que le peuple doit adopter ou pas, la conduite que le peuple doit adopter ou pas. Retenez que dans la didactique, le poète est un mage, un visionnaire, un messager, un guide, un déchiffreur et un décrypteur de mystères. C'est lui qui voit ce que personne ne voit et qui, avec ça, avec l'illumination, quelqu'un qui reçoit l'illumination et qui doit ensuite illuminer le peuple vers le chemin de la réussite ou même du progrès. Donc, il doit sortir son peuple des dérives. Il doit sortir son peuple de l'inconscience. Il doit sortir son peuple de l'ignorance. C'est ça la poésie didactique. Maintenant, on va voir la poésie ludique. C'est quoi la poésie ludique? On parle de poésie ludique lorsque le poète crée des poèmes purement inventés, purement créés. Les personnages sont créés, mais dans cette création-là, on peut trouver des poésies à la fois ludiques et didactiques. Donc, dans l'aspect ludique de la poésie, c'est lorsque le poète invente des histoires. Ça se trouve notamment dans les fables de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, lorsqu'il crée des animaux dotés de paroles, des animaux qui sensibilisent, qui donnent des leçons de morale. Donc, c'est ça la poésie ludique. C'est lorsque le poète crée, une histoire qui a été inventée, tout simplement ça. Donc, c'est ce que disait Jean de La Fontaine lorsqu'il disait « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Il a allié à la fois la didactique et le ludique. Il a créé, par exemple, dans son poème intitulé « Le renard et le corbeau ». Est-ce qu'un renard de vrai, est-ce qu'un renard dans la nature, est-ce qu'un renard sait parler? Est-ce que le corbeau sait parler? Mais il a doté du renard et du corbeau le don de parler. Il les a dotés de la personnification, donc pour qu'ils puissent prendre la parole. C'est ça la poésie ludique. Donc voilà, c'était tout de manière ramassée, les fonctions de la poésie. Et on a aussi défini la poésie. On a cité 3 genres qui sont dans la poésie. On a cité aussi les 5 fonctions de la poésie. J'espère que vous avez compris et à la prochaine pour d'autres thèmes. Merci.